Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus, nombreuses et nombreux. Merci infiniment à vous, Omer Bartov, d'avoir accepté l'invitation. Merci aux éditions du Seuil d'avoir fait cette rencontre possible. Et merci aussi à Marco qui va se charger de la traduction des réponses, puisque M. Bartov comprend le français, donc normalement, si mes questions sont pas trop mauvaises, il devrait les comprendre. Je vais vous présenter d'abord, pour celles et ceux peut-être qui ne vous connaîtraient pas ou seraient un peu moins familiers avec votre travail. Donc vous êtes un historien américano-israélien, vous êtes né dans un kibbutz en Israël en 1954, ce qui fait de vous, selon vos propres termes, le membre d'une génération particulière, à savoir la première à être née après la création du pays en 1948, celle dont on vous disait qu'elle devait ressusciter le peuple. Vous avez pendant 4 ans servi dans l'armée israélienne, combattu notamment pendant la guerre du Kippour en 1973, avant de participer aussi aux occupations à Gaza et en Cisjordanie. Vous avez poursuivi après votre service vos études d'histoire et êtes aujourd'hui professeur à l'université Brown aux États-Unis. Et vos travaux font de vous un des spécialistes mondiaux de la Shoah, et plus généralement, on pourrait dire, du basculement dans la violence génocidaire, qu'elle soit du fait de soldats ou de villageois. Dans votre premier ouvrage, qui est l'un de ceux qu'on a la chance d'avoir traduit ici en France, qui s'appelle « L'armée d'Hitler, la Wehrmacht, les nazis et la guerre », vous démontiez le mythe d'une armée allemande seulement consacrée aux affaires de la guerre et extérieure au génocide. Vous écriviez dans l'introduction que votre expérience de soldat avait été essentielle dans votre compréhension de l'armée allemande et de ses mutations au cours de la guerre à mort qu'elle avait lancée contre l'URSS. Aujourd'hui, dans le livre que vous nous présentez, Israël, une course vers l'abîme, un livre que vous présentez comme le fruit d'un très long cheminement intellectuel, un cheminement qui s'est bien sûr accéléré avec le 7 octobre et ses suites. Dans ce livre, donc, c'est en retour votre travail d'historien qui éclaire le présent et qui vous permet de comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre en Israël. Vous y analysez tout ce qui a rendu possible le génocide des Palestiniennes et Palestiniens de Gaza, mais aussi sa négation par toute la société israélienne. Les discours, qu'ils soient tenus par des politiques, des soldats ou des membres de la société civile, les politiques de mémoire, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi certaines étapes de l'histoire d'Israël. Donc on va essayer de présenter un peu quelques-uns de ces éléments. Oui, j'ai pas dit, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ne discute pas plus d'une heure. En plus, il fait chaud pour que vous ayez un temps, au moins une demi-heure, pour pouvoir après poser vous les questions que vous souhaiterez. Alors, pour cadrer la discussion, je me suis dit d'abord il était important de se mettre d'accord sur les termes, et notamment celui qui concentre tous les débats sur le passé comme le présent, qui relie à la fois le projet politique d'Israël, mais aussi toutes ses conséquences, c'est le terme de sionisme. Le sionisme a 130 ans, aujourd'hui quasiment. Il est une idéologie politique extrêmement chargée, extrêmement disputée, tout autour bien au-delà du Proche et du Moyen-Orient, depuis au moins 67, et encore plus évidemment depuis 2023. Souvent, il est disputé par des personnes qui n'y voient pas du tout le même processus. Pour être schématique, d'un côté, on pourrait dire qu'il y aurait celles et ceux qui voient dans le sionisme une idéologie génocidaire par nature, fondée sur le mensonge d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, et qui, dans son incarnation matérielle, n'a jamais cessé depuis d'aller croissant dans un projet de négation et maintenant de destruction des vies palestiniennes. De l'autre, je dirais une galaxie assez large, assez diverse de celles et ceux qui voient avant tout dans le sionisme une idéologie libératrice qui seule pourrait garantir la paix et la sécurité à l'une des populations les plus constamment maltraitées de l'histoire de l'humanité. Et vous, de votre côté, il me semble, à la lecture de votre livre, que vous résolvez cette tension en défendant l'idée qu'il s'agit d'une idéologie qui aurait non pas seulement évolué, car toutes les idéologies évoluent, mais muté au cours de l'histoire. Alors, je voudrais vous demander, selon vous, comme point d'entrée à votre ouvrage,
quelles seraient les grandes étapes de mutation du sionisme? Et aussi en question après, est-ce que ces mutations rendent impossible le fait de pouvoir définir précisément ce que serait le sionisme aujourd'hui? Thank you very much, first of all, for hosting me here at your bookstore. Thank you to Lisey for facilitating this. Thank you, Marco, for coming. And thank you also for attending this. Yes, this is a main question. I would start by saying that the book in English is called Israel, What Went Wrong? And the responses that I got were, on the one hand, well, everything was always wrong. So it was wrong from the very beginning. And others say, what went right? Everything was right. And the only person who was wrong is me. So that's the two responses that you get from two sides. One, as you said, those who argued that Zionism from the very beginning was an ideology of settler colonialism that had built into it a genocidal dynamic. And the other is that Zionism was an ideology of liberation and has remained so to this day, that it provided the only way for Jews to live among themselves, secure and safe within their own country. Merci. Alors Omer a débuté son intervention par quelques mots de remerciement adressés d'une part au Seuil et puis bien entendu à vous qui êtes présents et également à nos autres, donc la librairie Le Pied-à-Terre. Ensuite, Omer, tu as parlé donc du titre original en anglais de cet ouvrage qui est Israel went wrong. Donc Israël, qu'est-ce qui s'est mal passé? Question à laquelle, ou enfin, il y a de manière un peu schématique eu deux réponses. D'une part, tout depuis le début était un peu prévu puisque c'était un pays fondé sur la base d'une idéologie qui s'appuyait notamment sur cette idée d'une colonie de peuplement avec donc, des éléments intégrés, poussant vers des mobiles génocidaires. Puis ensuite, il y avait également cette idée d'un endroit où les Juifs pourraient vivre à la fois libres et en sécurité, et où, en fin de compte, finalement, ce programme a été réalisé et continue de se poursuivre. C'est à peu près juste, oui. Bon. So what I try to ask in the book is exactly this question. That is, how is it possible that Zionism, which as I see it, was one of many answers that were offered by Jews living in Eastern Europe, where 80% of world Jewry lived in the late 19th century, to the fact that the Jews in that area were threatened by the rise of ethno-nationalism, of anti-Semitism, of oppression, and eventually, of course, of violence and genocide. How is it possible that that ideology, which had a discourse of liberation, of emancipation, of appeal to humanitarianism, was transformed eventually into an ideology, a state ideology, of oppression of others, of militarism, of expansionism, of racism, and eventually of ethnic cleansing and of genocide. That is, how is it that Zionism became very similar to the very ideologies to which it was responding in the late 19th century? Et donc la question que pose Thibaut est véritablement la question à laquelle Omer tente de répondre à travers ce livre. Il rappelle l'origine en fait du sionisme qui a pris son essor au sein de la population juive de l'Europe orientale où 70%,
80%, 80. 80% d'entre elles vivaient au XVIIIe siècle, fin 19e. Bon, La merci. fin de... Fin du 19e, merci madame. Et qui était donc une idéologie fondée vers l'émancipation, la libération d'un peuple qui vivait sous la menace des violences, de l'oppression, et qui aspirait donc à travers cette idéologie à échapper à ce sort. Et Homère a donc voulu poursuivre cette réflexion pour se demander comment est-ce que cette idéologie d'émancipation a pu tourner à ce que c'est à des pensées génocidaires, à une justification aussi de la violence et de l'oppression. Oui, une idéologie d'État. Et oui, par ailleurs, il y avait également donc aussi comment est-ce que cette idée de libération a pu finalement s'incarner à travers la volonté de créer un État, et cet État qui finalement est devenu cette machine à opprimer. And I've just added it. So I see the stages of this, and I would say that the most important moment in the evolution of Zionism from this ideology of liberation and emancipation into what it has become, you can see that in the 1920s and 30s in particular. So as Jews started coming to Palestine in growing numbers during the 1920s and 30s, this is Palestine ruled under the British, mandatory Palestine. And the British Empire, as you know, promised the Jews already in the Balfour Declaration of 1917 and then in the mandatory papers to enable the Jews to create a national home in Palestine. So during the 1920s and 30s, hundreds of thousands of Jews moved from Europe to Palestine. One aspect of Zionism in that sense is that it provided shelter to Jews who were under growing pressure in Eastern Europe, with growing anti-Semitism and then the rise of Nazism, and eventually, I suppose, the Holocaust. And so from that point of view, Zionism could say, we are the ideology, we are the movement that provided shelter to Jews who had to leave where they were and had no place to go, because they could not go to the US anymore. The gates of immigration were closed. European countries didn't want too many Jews anymore because of the economic depression. So that was one side that Zionism could claim, we are right, we are providing a shelter for the Jews. Au début du XXe siècle, dans les années 20 et 30, une part croissante de la population juive de l'Europe de l'Est a pu venir s'installer donc en Palestine mandataire, puisque dès à l'époque, alors que la Palestine était sous mandat britannique, l'idée est là, se développe de développer donc un foyer pour la population juive où elle pourrait vivre en sécurité et en liberté. Et peu à peu, donc on arrive à... Quel est le chiffre encore que tu as cité? How many people were there, were moving already in the... By then, about 400,000. Donc à peu près 400 000, excusez-moi. 400 000 personnes déjà ont pu s'installer là-bas. Et donc d'une certaine manière, alors que croissait l'antisémitisme et le nazisme en Europe, déjà une forme de promesse du sionisme était réalisée, c'est-à-dire qu'une population juive pouvait s'installer et vivre donc en sécurité, comme je le disais tout à l'heure. And of course, those who stayed in Eastern Europe, let's say my father's family and my mother's family, who did not go to Palestine, were all murdered in the Holocaust, and none of them survived. So this was one aspect. The other aspect was that as more and more Jews moved to Palestine, they started encroaching on the lands of the population that was there. Palestine was not empty. There were Arab Palestinians living there.
And the move of Jews from Europe to Palestine created a conflict between the local indigenous population and the Jews that were coming. From the point of view of the Palestinians who were living in Palestine, what they saw is classic settler colonialism. They saw people coming from the outside, taking over their lands and bringing what they call modernism, development, and shunting them, moving them away from their own lands and marginalizing them as a population. So in this period, in the interwar period, you have these two dynamics. One is that Zionism can claim to be saving Jews from persecution and eventually from genocide. And the other is of a classic settler colonialism of people moving in and taking over the lands of an indigenous population. Et pour cette population, pour ceux bien entendu restés en Europe, la Shoah est donc arrivée, et donc Omer rappelait comment est-ce qu'il a perdu en fait les membres de sa famille paternelle et maternelle, et donc de ce point de vue, en effet, la promesse de la sécurité était remplie, mais tout à la fois dans cette période de l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et 30, se mettait déjà en place cette dynamique de conflit avec les populations arabes palestiniennes qui voyaient que l'on avançait sur leurs terres, qu'ils étaient dépossédés. Ils voyaient également se déployer cette logique de colonie, de peuplement où une population extérieure arrive et amène de nouvelles technologies et cette idée de progrès, mais tout en les dépossédant de leurs terres. Et c'était donc la manière pour Omer de rappeler comment cette période même antérieure à la naissance d'Israël voit émerger cette dynamique conflictuelle au sein même du sionisme et donc sur les lieux mêmes. Ça, c'est le deux phases du sionisme jusqu'à l'an 1948. In 1948, in a war between what becomes the State of Israel and first the local Palestinian population and then other Arab states that invade Israel to protect the Palestinians who are living there, the State of Israel is created, is proclaimed. Israel wins that war, and in the process of that war, it expels the vast majority of the Palestinian population in what becomes the State of Israel. 750,000 Palestinians are forcibly expelled. And at that moment, a state is created, which is the ideal of Zionism. That is a Jewish majority state. That's what Zionism always wanted. It wanted to create a state, the majority of whose population would be Jewish. The government, the army, the police would all be Jewish. And then comes the moment of decision. What sort of state would it be? Yes. Pardon, merci. Et donc cette dynamique de conflit qui s'installe dans notre de guerre arrive à un moment de vérité en 1948 avec la proclamation et la création de l'État d'Israël et survient au même moment donc l'éclatement d'une guerre puisque les pays arabes environnants viennent à la défense des Arabes palestiniens. Donc Israël remporte cette guerre et s'ensuit l'expulsion de 750 000 personnes chassées de leur terre. C'est néanmoins un moment où le projet sioniste est réalisé puisqu'il y a la création d'un État qui devrait pouvoir assurer la sécurité des Juifs. Mais c'est aussi donc ce que s'apprêtait à dire Omer, un moment de vérité, puisque Israël et le sionisme se trouveront confrontés à qu'est-ce que ce sera finalement.
No. And on May 14th, 1948, the state proclaims itself as a state, the State of Israel. And in that proclamation, which is called in Israel the Declaration of Independence, it promises a Bill of Rights. It says all the citizens of that state, no matter their religion, their gender, their ethnicity, would have equal rights. And it promises to pass by October of 1948 a constitution that would reflect the spirit of the proclamation of the state. But it never endorses a constitution. Israel does not have a constitution to this day, and it never says what its borders are. It never says where the state ends. We know it begins on the Mediterranean, but how far it goes, we don't know. And so, by not endorsing a constitution that would reflect these lofty promises of the proclamation of the state, Zionism, instead of being seen as an ideology that accomplished its goal, that created a state, becomes a state ideology. And as a state ideology, it begins to play a completely different role. That is, it has only the face of settler colonialism, of centralization, of militarization, and of expansion. Et le 14 mai 48, donc l'État d'Israël est proclamé et à la fois émis une déclaration d'indépendance dans laquelle on promet l'adoption d'une charte des droits, donc l'équivalent, donc le Bill of Rights, comme l'expression que tu emploies, qui garantirait à chacun, peu importe ses origines, une pleine égalité. Et cette déclaration s'accompagne également de l'engagement d'adopter une constitution fidèle à ces principes et une constitution qui devait être adoptée dès octobre 48. Malheureusement, il n'en est rien et Israël reste donc un pays sans constitution, dont les frontières ne sont pas définies, et le sionisme, qui était donc un projet et une idéologie tournée vers l'adoption d'un État, le sionisme devient une idéologie d'État au service d'une militarisation, d'un projet de colonie de peuplement, de centralisation et un dernier aspect, et d'expansion. Voilà. Merci, monsieur. Yeah, and so just one last thing. Manish? No, I mean, you have other questions. And so forth. From this point on, we see a particular trajectory where the state is dedicated to the ongoing ideology of Zionism rather than normalizing itself as a state that would provide equal rights to all its citizens. Now, this is not a predetermined process. It's not that everything that happened after 1948 was already predetermined, but it created a particular trajectory. That is, that this is still a state in the making, and that the making of that state has to depend on it continuously realizing a particular version of Zionist ideology. At the core of it is whether the state can be both Jewish and democratic. And because the state between 1948 and 1967 has a vast Jewish majority, 80% of the population are Jewish and only 20% are Palestinian, it can make the claim that it could be both Jewish and democratic. Although in reality it's not really, but we can talk about that later. As of 1967,
the state becomes and remains to this day a state in which half of the population are Jews and half are Palestinian. Today in Israel, there's 7 million Jews and 7 million Palestinians. But only the Jews have democratic rights, although they are being eroded as well. That is in the choice between being Jewish and democratic, the state gradually chooses being Jewish both as an ethnic category, a state for Jews, and increasingly in a religious category, that is a Jewish state. And that's a process that you can see clearly from 1967 until the transformation of Zionism into what it is today, where it has become an ideology of Jewish supremacy. Ça sera beaucoup de choses, j'ai essayé de tout ramener. Faudra m'excuser si j'oublie donc, ce climat post-48 installe Israël sur une trajectoire où évidemment les choses ne sont pas prédéterminées, pas à l'avance, l'histoire garde sa dynamique, mais néanmoins Israël se trouve peu à peu engagé sur cette trajectoire où tous n'ont pas accès aux mêmes droits. C'est une trajectoire qui se trouve renforcée après 67 et où l'incorporation, enfin pas l'incorporation, mais la division de la société entre 7 millions de Juifs et 7 millions de Palestiniens se fait de plus en plus au détriment de cette population palestinienne, qui sont, eux, bien entendu, enfin, hélas, privés de leurs droits, et où peu à peu, aussi, les citoyens juifs perdent aussi de leurs droits, puisque placés face à une forme d'alternative entre être un État juif et être un État démocratique, peu à peu, après 67, Israël devient de plus en plus donc un État juif et où prime sur la question de la démocratie et de l'égalité des droits la dimension ethnique et bientôt religieuse, puisque c'est de plus en plus le cas aujourd'hui où le sionisme prend une dimension religieuse et plus simplement ethnique. Jewish supremacist. Et merci Omer. Oui, et prendre aussi désormais la coloration d'un suprémacisme juif. Est-ce que du coup on peut aujourd'hui réussir à donner une définition du sionisme qui puisse un peu être valable, parce que la tension reste la même il y a une équivalence entre sionistes et fascistes d'un côté, ou en tout cas disons une familiarité de l'autre avec, on va accuser les anti-sionistes d'être des antisémites, et on ne parle jamais les gens ne parlent jamais des mêmes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, avec cette mutation, en 2026, on pourrait donner une définition du sionisme ou pas? So, look, I mean, the first argument of Zionism is an ethnic national argument. That goes back to the late 19th century. That is, Zionism says Jews are a group, an ethnic group, that can claim self-determination. That's the first argument. So it's an ethno-national movement. And ethno-national movements, just like in Poland, in Ukraine, in Germany, all have a violent potential because they are about a group that is in a country, in a land that belongs only to that group. The land belongs to the group, and the group belongs to the people, and other people don't belong to those lands. And all these ethno-national movements were very violent. And World War I and World War II saw vast amounts of violence in Eastern Europe because of ethno-nationalism. So one has to accept, first of all, that Zionism is an ethno-national movement, and it has a potential, a violent potential from the beginning.
En guise de réponse, Omer rappelle tout d'abord que le sionisme est une forme d'idéologie qui repose sur la représentation d'un groupe ethno-national acquis qui voudrait s'inscrire sur un territoire, sur un espace culturel qui lui serait propre et à l'exclusion des autres. Et donc, comme toute idéologie reposant sur ce genre d'esprit, le sionisme a un potentiel violent. On a pu le voir, cette idéologie a pu exister sous des formes ou d'autres en Ukraine, en Pologne, etc. Et a pu mener à de multiples guerres en Europe. Ça a été le cas avec la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et donc le sionisme, à ce titre, n'est pas différent de toutes les autres idéologies à dimension ethno-nationaliste. But today, and that's the question, today Zionism has become also a very violent Jewish supremacist ideology that has taken in a new version of Judaism, which we have not seen since the time of the Zealots and the rebellion against the Romans. That combination of a Jewish supremacist ideology together with the transformation of Judaism in a country which has become more and more religious, has made Zionism into an ideology that has justified genocide. And as an ideology that has justified genocide, to my mind, it is not reparable. You cannot fix it. You can't go back to anything else. That ideology has to be discarded if the state is to remake itself as a normal, just state with equality and dignity for all its citizens. Le sionisme, cependant, a pris donc cette dimension de suprémacisme juif. Le sionisme a aussi, tel qu'il est aujourd'hui, s'accompagne également avec donc le développement d'un judaïsme tel qu'on ne l'avait pas vu depuis l'époque romaine et les zélotes, et avec donc une ferveur, peut-être pas une ferveur, mais une dimension religieuse très forte. Messianique. Oui, avec une dimension messianique, et qui, allié donc avec ce nouveau sionisme, fait en sorte qu'aujourd'hui le sionisme n'est plus pour Omer un projet réparable qu'on pourrait renouveler sur de meilleures bases pour permettre à chacun d'accéder aux mêmes droits. Oui, comme une idéologie qui a justifié... Ah oui, et qui aujourd'hui prend donc la dimension d'une idéologie qui permet et autorise le génocide. Donc, vous l'avez dit, pour vous, idéalement, le sionisme aurait dû reconnaître l'erreur de la Nakba et se dissoudre vers 1950, une fois l'idée d'un possible foyer juif entériné. Au lieu de cela, donc il est devenu une idéologie d'État et une religion d'État ethno-nationaliste avec tous ses attributs, l'obsession territoriale, l'obsession ethnique et la violence en devenir. Mais du coup, je me suis demandé, alors c'est peut-être plus une question de science politique que d'histoire, si c'était pas le propre des idéologies que quelle qu'elle soit, de ne pas parvenir à s'autodissoudre une fois qu'elles ont atteint leur but, mais tels des organismes vivants, de chercher justement à muter pour étendre leur emprise après avoir atteint le but qu'elles s'étaient fixé. Enfin, j'ai essayé de penser à des exemples historiques, mais je ne suis pas historien pour le coup, qui auraient rappelé ça des idéologies qui, après leur succès, se dissolvent, mais j'ai pas trouvé. Donc je me suis demandé, voilà, si c'était pas le propre de toutes les idéologies de ne pas pouvoir faire ce mouvement.
So, Can you? yeah, Thibault was wondering if other ideologies were in themselves doomed to reach that point. So if it was in somehow if the path taken by Zionism is not the path taken by any ideology, where they meet their end and are not able to to disappear or. Yeah. Look, I mean, as a historian, I don't believe in determinism. I don't think that because things happened, they had to happen. We know they did, and we can say why they happened, but we can't say for sure that they had to happen that way. As I said before, there are many examples of ethno-nationalism that became very violent, created states, and gradually those states also could somehow reform themselves and become much less violent states. And we have examples of Germany, Poland, Ukraine to some extent, states that had very strong ethno-nationalism and were very violent at one point or another, and then remade themselves. So I don't think it was inevitable. I think the potential was there, and I think that a decision was made at a particular point that made it much more probable that this trajectory would be determined. And that was first and foremost, as I said before, in 1948, when the state chose not to redefine itself as a state of all its citizens. For instance, it provided citizenship to the 150,000 Palestinians who remained in the country, which was according to its promise, and then imposed on them military rule for 20 years. So it was incapable of realizing what it could have created, a state that would be just for all its citizens. That is a trajectory that was not inevitable. En réponse à la question de Thibault, Omer fait donc une réponse d'historien. Pour lui, les événements ne sont pas prédéterminés. On peut les étudier, porter un regard rétrospectif sur eux pour tâcher de les comprendre, mais ils ne sont pas préécrits. Par ailleurs, il observe également que certains États où un nationalisme très fort a pu sévir, donc l'Allemagne, la Pologne ou encore l'Ukraine, dans ces pays, le nationalisme et l'État a su se réformer pour ainsi permettre d'accueillir chacun. Cependant, en Israël, la possibilité s'est présentée justement de parvenir à cet État démocratique en 1948. Hélas, le rendez-vous a été manqué. Même la décision a été prise d'accorder une pleine citoyenneté, non, d'intégrer les 150 000 arabes palestiniens qui étaient là et qui n'avaient pas fui, qui étaient restés en dépit de la Nakba, et de ne pas leur accorder des pleins droits, mais au contraire, on les a placés sous une forme de cloche militaire pendant 20 ans. And one last thing I just want to say, the state of Israel exists and was recognized internationally and is a member of the UN. And so the state of Israel is not going anywhere. It is a recognized political entity. So what I'm talking about is not that the state will disappear. There's no likelihood of that happening. What I'm saying is that, like other states in the 20th century that had particular regimes and ideologies, it will not become a normal state without doing away with that particular ideology. If it doesn't do away with it, it will become
a full-blown apartheid state, an authoritarian state, a theocratic state, and increasingly, as is already happening now, a pariah state. Et Omer insiste aussi sur le fait que l'État d'Israël existe, il a été reconnu en 1948 et continue encore aujourd'hui d'exister, il ne va pas disparaître. Et la question qui se pose, c'est cependant, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il, en restant sur la trajectoire sur laquelle il est engagé aujourd'hui, et il risque de devenir un État à la fois paria, un État de plein apartheid, et une dernière dimension, paria, apartheid et... Non? Bon. Et théocratique, pardon, merci. Et voilà. Yeah. Yes, and as I was saying, so as a state, there are states, we know France had the Vichy regime, Germany had the Nazi regime, Italy had the fascist regime. France, Germany, and Italy are still here. What they needed to do was to do away with the ideology, with the regime that declared itself to be the ideology of that country. So I'm not talking about the state of Israel being done away with. I'm talking about the ideology that rules Israel, and that as long as that ideology, what became of it, this kind of Zionism, as long as it is the leading ideology of that country, the country is going down to the abyss. Et Omer faisait ce rappel pour dire que, voilà, dans plusieurs États, en effet, cette idéologie mortifère a pu sévir, mais ces États ont su se réformer et penser autrement ce qu'ils étaient, leur idéologie fondatrice. Et tant qu'Israël se refuse à faire ce travail, il sera mené sur cette trajectoire et avancera vers l'abîme. Et ce n'est donc pas tant la question de savoir si Israël va disparaître, mais de savoir dans combien de temps il va se maintenir dans cette idéologie. Je vais essayer de condenser deux questions en une pour gagner un peu de temps. Donc ce livre raconte aussi votre parcours intellectuel, sensible, qui commence assez tôt. Vous racontez que vous écrivez à Yitzhak Rabin en 1988 ou 87, enfin au début de la première intifada, quand il dit au Sadat de Tzahal, brisez-leur les os, en parlant des Palestiniens, vous dites voilà, que c'est un langage qui vous fait rappeler ce que vous étudiez avec la Wehrmacht. Du coup, on suit votre parcours jusqu'à votre reconnaissance des faits qui vous font dire qu'Israël est bien en train de commettre un génocide. Et il y a notamment un moment où vous racontez une rencontre très, très dure à l'université avec des soldats israéliens, donc on est en mai ou juin 2024, je ne sais plus, qui reviennent du front et dont vous dites qu'ils étaient effrayés et effrayants. Et qui vous ont rappelé à bien des égards les soldats allemands que vous aviez étudiés de par leur vision du monde et de par leur vision d'eux-mêmes. Alors je voulais lire justement un passage de votre premier ouvrage, L'armée d'Hitler, qui me semblait révélateur là-dessus. Paradoxalement, c'est peut-être ce terrible sentiment d'isolement et d'abandon, écrasant pour les soldats, qui les poussa à se serrer les coudes et à continuer à se battre, car aucune fuite n'était possible dans les profondeurs de la Russie. C'était une nouvelle conception de l'héroïsme, une nouvelle image de lui-même du soldat combattant, dans laquelle la puissance matérielle et l'organisation rationnelle étaient remplacées par une vision brutale, fanatique, amorale de la guerre. Il y avait quelque chose d'anarchique dans cette célébration de la mort et ce retour à la sauvagerie parmi les combattants du front, mêlant un mépris croissant pour l'autorité et les valeurs traditionnelles à un puissant désir d'anéantissement de l'ennemi, mais aussi d'eux-mêmes. Alors, évidemment, en lisant ça, effectivement, l'écho est à la fois très fort et en même temps la différence entre les deux conditions
militaire est flagrante et je me suis demandé comment, d'après vous, deux réalités de combat aussi diamétralement opposées, entre d'un côté les Allemands qui combattent en Russie, qui meurent de faim, de froid, de peur, au fond des campagnes russes, et de l'autre les soldats israéliens qui servent par tranche de quelques mois à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Donc vous vous dites, vous interrogez à un moment donné, vous êtes à une terrasse avec un ami en disant est-ce que c'est à ça que ressemble une société coloniale, en imaginant que certaines des personnes qui boivent un café devant vous... Une société qui commet un génocide. Ouais. Et... Pardon, j'ai perdu mon fil du coup. Et qui sont, à l'inverse, eux, non pas en état de sauvagerie, mais qui sont protégés par une technologie inimaginable, qui commettent le génocide parfois à distance, derrière des écrans, en pilotant leur drone. Je me suis demandé comment, d'après vous, deux réalités de combat aussi diamétralement opposées pouvaient arriver à aboutir à cette même célébration de l'anéantissement d'autrui, et surtout aussi, parce que le parallèle est aussi là, d'imputer au peuple génocidé la responsabilité du fait d'être génocidé. Yeah, that's a big question, and I've tried to answer relatively simply, also in the interest of time. So, first of all, I would say, on the question of genocide, I'm not comparing the Holocaust with what Kerbal does. One thing they have in common is that they're genocides. What happened in Gaza was a genocide. Obviously, the Holocaust was a genocide. But in many other ways, they're very different. Just like the genocide in Rwanda didn't look like the Holocaust, or the genocide in Bosnia didn't look like the Holocaust. I'm also not comparing the Wehrmacht to the IDF. It's a different situation, different conditions. I'm looking at particular elements and why soldiers behave the way they do, which is what always interested me. En guise de réponse, Omer rappelle que il ne rabâche pas chacune des situations les unes sur les autres. Il ne dit pas que la Shoah et ce qui se passe à Gaza, ce sont les mêmes choses. Il insiste sur la singularité de chacun de ces événements, tout comme le génocide au Rwanda n'est pas la même chose que la Shoah, etc. Donc en tant qu'historien, il insiste sur la distinction entre chacun de ces événements pour qu'on les respecte bien. De même, la Wehrmacht et les forces de sécurité, l'armée israélienne, ce n'est pas la même chose. Ils cherchent à trouver l'élément qui pourrait, par lequel ces mêmes logiques, ce même de violence génocidaire se mettent en place, mais pas aller simplement à dire on assiste à chaque fois à la même chose. Qui peut expliquer les motivations des soldats. Et qui, de manière à pouvoir, en effet, merci, de manière à pouvoir expliquer la motivation, qu'est-ce qui permet aux soldats de justifier leur action, de se justifier à eux-mêmes et envers la population. And here I'll say two things that are related to the question and also to a slightly larger issue. There are two elements that have contributed a great deal to the change of the mentality of the Israeli public over time, and that came to a head in Gaza. One is how the Holocaust came to be reinterpreted in Israel from an event that in the early years of the state was an embarrassment. People did not want to talk about it. It was an event where the Jews went like sheep to the slaughter, as it was said in Israel, to an event that came to represent an imminent danger, something that could happen to us at any moment, and therefore that gave us license to act with the greatest amount of violence and to not pay any attention to any rules, regulations, international law,
if we perceive, the Israelis perceive that to be an imminent existential danger. Et donc, un élément central pour comprendre ce qui est arrivé, c'est de comprendre comment est-ce que la Shoah a changé de statut en Israël. Au tout d'abord, c'était quelque chose dont on se refusait à parler, puisque ça revenait à présenter les Juifs comme des êtres impuissants qui s'étaient laissés conduire tels des moutons à l'abattoir, à devenir quelque chose qui pourrait se reproduire, et au nom duquel, face à un risque, au nom duquel on est autorisé à produire un grand acte de toutes les violences que l'on souhaite, afin de se protéger et qui vaut d'une certaine manière licence. And that, of course, has similarities with the situation that you were describing on the Eastern Front. That is, that you expect, you imagine that the other side that you are attacking and massacring are those who are about to destroy you. That does not have to reflect reality. That is an imaginary that is built into how generations of young men and women are socialized to think. That's the first element. Et cette manière de se croire autorisé à la violence, c'est aussi quelque chose qui s'est produit sur le front oriental au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les soldats allemands se sont mis à croire qu'il y avait qui pesait sur eux le risque d'être détruits par cet autre contre lequel on devait se battre et contre lequel la violence pouvait se déchaîner. And the second, which is at least as important, is the effect of decades of occupation. That is that when you are ruling over millions of people, you create, and I quote in the books from Aimé Césaire, because he wrote very well about that, you create an image of those you're ruling, those you're colonizing, those you're brutalizing, which dehumanizes them. Because that's the only way that you can allow yourself to behave to other people as if they are not like you. And that brutalizes you. That is, as Aimé Césaire says, if you have to think of the other side as animals, gradually you start being an animal yourself. That's what occupation and oppression does to you. Et le second élément, c'est cette question de l'occupation, c'est-à-dire que lorsqu'on gouverne et qu'on a l'autorité sur toute une population comme ça, qu'on s'autorise de brutaliser, ça crée donc tout un imaginaire qui est sans cesse renforcé, ou par lequel on se donne des justifications pour se permettre la violence, et où donc on en vient à comparer l'autre à un animal, ce qui justement nous permet d'agir de telle sorte avec lui. Et comme le dit Aimé Césaire, à force de se comporter soi-même avec une telle violence, on en vient soi-même à devenir une brute, et donc à revêtir donc le caractère que l'on prête à l'autre, et de manière de poursuivre ce cycle de violence dans lequel on se trouve engagé, et pour le justifier. Yeah. And just one final word. These two elements come to a head on October 7th. Because on October 7th, Hamas murders about 800 mostly Israeli civilians. There were some who were not Israeli. There were some Arabs and some workers from East Asia. Yeah, but the majority were Israeli civilians. Breaks out of the cage of Gaza and murders large numbers of civilians, and that is presented in Israel first as the largest killing of Jews since the Holocaust. So the Holocaust is immediately invoked for the Israeli public, and Hamas is described immediately as Nazis.
So what they did was just like what the Nazis did, or what they wanted to do would have been just like Auschwitz. When you take that moment and you understand how the Holocaust had been used as a tool in Israel to provide license for Israel internally for its own population and externally vis-a-vis other countries, and you take the dehumanization of Palestinians over decades, then you get someone like Yoav Gallant, the Minister of Defense, saying they are human animals and they should be treated as such. Et donc, ces deux forces décrites plus tôt par Omer arrivent à un point de culminante dans l'après 7 octobre où le Hamas sort de la cage qui est Gaza pour aller tuer 800 juifs et encore d'autres personnes mais qui sont soit des travailleurs migrants et des bédouins, merci. 800 civils. 800 civils, oui, en effet. 800 civils. Oui, 800. Il y avait encore 400 soldats. Et également donc 400 soldats. Et, pardon, j'ai perdu le fil du coup. That gives you, when you take that moment of the attack by Hamas, which is presented in Israel, yeah. Okay. as the largest killing of Jews in the world. Et donc ce moment, bien entendu tragique, est par ailleurs tout de suite réinterprété en Israël comme le plus grande fait de violence contre les Juifs depuis l'Holocauste. Donc il est inscrit dans une trame historique qui représente à nouveau une violence comme étant, comme représentant une menace existentielle et qui donc autorise le déploiement d'une violence encore plus grande et qui autorise aussi le passage en un langage désormais ouvertement violent où Yoav Gallant, le ministre des Armées, va déclarer ce sont des bêtes humaines. Comme les nazis. Et dans un langage qui rappelle les nazis, le nazisme. Alors, je vais poser une dernière question avant de vous passer la parole. En l'état actuel des choses, Israël semble condamné à devenir un État de plus en plus violent, avec un vernis démocratique de plus en plus mince. Vous dites que pour conjurer ce sort, Israël a besoin d'une thérapie de choc. On voit mal cette thérapie venir de l'intérieur du pays aujourd'hui. Quelle forme pour vous pourrait prendre cette thérapie? So, I don't think that Israel right now has the internal dynamic to change things from within. The only way to change the direction of Israeli policy is by external pressure. That external pressure would have to come first and foremost from the United States. And it would have to come in the form of sanctions, of economic sanctions, of military sanctions, and of political sanctions. If the United States begins to change its policy vis-à-vis Israel, that would move the center of power that Israel right now has, where the limits of Israeli power are defined, which is in Washington, D.C., back to Jerusalem. If the limits of Israeli power are defined in Jerusalem, then Israel would have no choice but to seek politics rather than war, because it would not be able to continue this kind of violent conduct vis-à-vis Palestinians. And today, of course, Israel is using violence in Gaza, in the West Bank, in Syria, in Lebanon, on a large scale in Lebanon, against the Houthis in Yemen, and against Iran. So it's fighting everyone. And in none of these cases is it choosing politics. If the United States begins to
change that center of power back to Jerusalem, I believe the European countries, which have been very timid about this, will also change their political direction. That would create the opportunity for a change in the political paradigm. That is, that Israel would go back to the moment of its creation, to 1948, and rethink what it is as a state. That it is a state that, in order to remain a member of the international community, must make sure that it finds a way for the 7 million Jews and 7 million Palestinians who live there to share the space equally and justly, however they choose. La dynamique ne peut pas être enclenchée depuis Israël, ce n'est simplement que depuis Washington. Si Washington se décidait à engager à prendre des sanctions économiques à l'encontre d'Israël, que Israël serait amené à s'interroger sur sa conduite. Puisque la limite de sa puissance et de son pouvoir ne serait plus déterminée à Washington, mais véritablement en Israël. Et donc du coup, ça engagerait une autre dynamique où Israël ne pourrait plus simplement mener se déployer à travers la force, mais plutôt essayer de se penser comme aussi en revenir à la politique, la politique, à la discussion, plutôt que de multiplier, comme il le fait actuellement, les opérations, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Iran, et contre les Yéménites. Pardon. Et si Washington se décidait à prendre de telles sanctions contre Israël, peut-être est-ce qu'enfin l'Europe sortirait de sa torpeur et de sa timidité actuelle pour suivre le mouvement et accompagner Israël dans ce moment qui amènerait à renouer avec la politique afin que les 7 millions de Juifs et les 7 millions de Palestiniens puissent vivre en paix et de manière apaisée. À vous les studios. Alors, 1, 2, 3... Parce que je suis également anglophone, je vous poser mes questions en anglais. Thank you so much for the talk. I really liked it. I liked how I have two quick questions. They're grounded in the idea. I like when you mentioned without really hesitation that Israel has 6 million Palestinians and 6 million Jews, and 7 million Palestinians and 7 million Jews, because I think what has been the jail-free card for Israel has long been the possibility, if it was never of a two-state solution, and the idea of occupation. And occupation has allowed us to think, okay, one day there'll be a Palestinian state, instead of acknowledging the apartheid reality, which perhaps there was one time it was possible, but today it seems like it's not happening. So out of that comes two questions. The first is, I know it's very important for the Israeli identity to be, of course, perceived as a liberal state, and to be in many ways a liberal state, and part of a broadly speaking liberal or Western world. A lot of people, there's this idea that if it keeps getting worse and worse, it's going to hit rock bottom, and that this is going to lead inevitably to a change in Israel. But my fear is that Israel might just become one of the many countries that are totally awful and is just isolated, much like, Russia or Iran, and just say, to hell with the West, we're going to be, and then maybe the West will say, okay, we might not help Israel, but we're not going to stop them. And then it becomes like Syria or any other country. So that's the first question. Is that a possibility? Second quick question has to do with the religious dimension. I know that Israel had an ethno-nationalist or a nationalistic imagination. Do you see the theological element happening today as a departure from that, or in content? I mean, they share a lot of things, but there's also a different imagination. Because I know Zionism to be a secular movement, even if nationalist. This new Jewish fundamentalist element, is that a departure from the nationalism or in line with it? Thank you. Inévitablement, Israël va arriver à ce point de non-retour où ce sera donc un État autoritaire et qui aura tourné le dos au libéralisme et qui lui permettra donc de se réformer.
Et donc, est-ce qu'il y a donc une logique un peu qui pourrait aller un peu de soi et qui permettra à Israël de se réformer? Et par ailleurs, donc du coup, là, j'ai perdu la seconde question, excusez-moi. The question is about religious fundamentalism. If that's a departure from the nationalism ouais. of Zionism or Et donc, in line with it. est-ce que ce qui est devenu le sionisme, aujourd'hui influencé par cette dimension de plus en plus religieuse et messianique, est une rupture avec ce qu'était le sionisme du départ? Nationalist. Ouais, avec cette dimension. And now I remember politicians. Well, so, yes, it's of course possible that Israel will continue what I call going down into the abyss and will become increasingly isolated, will become increasingly isolated from its allies, and its European allies, from the United States, and from Jewish communities around the world, which will be both embarrassed by what it does, but also threatened by it. Because Israel has become the main cause now, a main trigger for the rise of anti-Semitism, and Jewish communities would not want to be associated with it, because it's a threat to them. So of course it's possible, but if it happens, then it become an increasingly weak state. Israel is a small state, it's not Russia. It has 7 million Jews. You can't even write the name Israel on the map. You have to write it inside the Mediterranean. It's a very small country. With the occupied territory. With the occupied territories, the sort of name goes all the way to Cyprus. So a country like that will not be able to last very long. And it will go through something. It will implode. It could go through a process as happened in South Africa. That is, that it will have to make a decision to transform itself because it won't be viable like that. Et donc, pour Omer, il y a évidemment la possibilité que Israël continue sur ce chemin et en arrive donc à un point de pratiquement explosif ou devienne tel que l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Et donc ce scénario reste tout à fait possible. Yeah. And the second question, yes, you're right. Zionism, generally speaking, was a secular movement. Obviously, it was informed to some extent by religion, because the very idea of the ancestral homeland was a Jewish religious idea. But as a movement, the core of Zionism was secular socialist, and socialist and nationalist. And it has changed profoundly. Not only has it become religious, as I said before, it has changed religion. No Jew living outside of Israel can endorse, for their own safety, the kind of Judaism that has evolved in Israel, because it's a Jewish supremacist. And Jewish supremacist religion, no Jew living in France or in the US can be a Jewish supremacist. Jews are a minority. You can't be a Jewish supremacist as a minority. So it has become a self-defeating religion, which would mean that there is a growing rift between what Judaism is for Jews outside of Israel and what it means inside Israel. And that too, of course, will be a main core of weakness in Israel, which depends and is always dependent on the support of Jewish communities. Et si, en effet, le judaïsme, le sionisme à l'origine était une idéologie qui se voulait laïque et même socialiste, hein, il y avait bien entendu une inspiration religieuse, puisqu'il s'agissait de fonder un foyer sur ce qui était donc les terres, la terre promise, les terres... mais néanmoins, c'était une idéologie profondément inspirée par une dimension, qui avait une dimension laïque. Et ce qui a bien entendu changé aujourd'hui, qui a changé au point de prendre cette dimension,
cette tendance au suprémacisme et qui la rend par ailleurs qui transforme le judaïsme tel qu'il existe en Israël et qui fait que le judaïsme tel qu'il existe en Israël est impossible et insupportable et impensable pour les juifs ne vivant pas à Israël puisqu'ils ne se retrouvent pas, ils ne peuvent pas vivre un judaïsme suprémaciste en vivant à l'étranger en tant que minorité. Et ce qui fait que Israël devient de plus en plus, et pardon, c'était un élément de ta première réponse que je reprends maintenant, excusez-moi, où Israël devient même une forme de menace pour les Juifs vivant hors d'Israël, puisque la violence qui s'y déchaîne devient prétexte à antisémitisme et à violence. Et ce qui conduit à un isolement croissant d'Israël, non seulement vis-à-vis de la communauté internationale, mais vis-à-vis face même des Juifs de l'étranger qui ne souhaiteront plus être associés à ce pays. Alors, je rajoute une contrainte pour les questions. Il y a encore 5, c'est une par personne. Et si elle n'est pas trop longue, c'est royal. Merci. Merci. Bonsoir, Omer. Je voulais revenir sur ta définition du sionisme. Il me semble que tu as oublié d'insister sur un aspect qui est important, c'est que dès l'origine, et même avant la création du Congrès sioniste, l'objectif des sionistes était de chasser les Palestiniens. Par exemple, Theodor Herzl, dans ses notes, dans son journal intime, donc en 1893, donc 2 ans avant la création du Congrès sioniste, il écrit qu'il faudra trouver un moyen pour se débarrasser des Palestiniens, qu'il n'appelait pas les Palestiniens, les Arabes, etc., enfin bon, des gens, des numéros simplement, et ainsi de suite. Et il y a eu par exemple, quelqu'un comme Israël Zandvig, qui était un des supporters les plus chaleureux du sionisme. C'est lui d'ailleurs qui a utilisé cette fameuse formule, une terre c'est un peuple sur terre. Donc il avait récupéré d'ailleurs d'un intégriste chrétien, etc. Lui a décidé d'aller en Palestine et quand il est revenu, il a dit il y a plein d'Arabes, il n'y a qu'une seule solution, il faut les chasser. Et ainsi de suite. Il y a des discours entre Weizmann et Ben Gurion, par exemple, où ils envisagent comment est-ce qu'on pourrait payer les puissances voisines pour qu'ils prennent des Palestiniens. Alors chacun y est de son, chacun y est de sa solution, mais ils envisageaient de chasser les Palestiniens. Et donc la Nakba, qui a été déclenchée quand même 1 mois et demi avant l'indépendance d'Israël, n'est pas un événement accidentel. Ça fait partie de l'idéologie du sionisme. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui continue. Et c'est parce que cette idéologie a été transmise, plus ou moins verbalement, plus ou moins verbalisée, mais c'est dans l'esprit du sionisme. Yes. Obviously, all the examples you cite are correct. So, all the examples you cite are correct. But there are many other examples. And in fact, there are many contradictions with the Zionism itself. So, Rashid Halidi quotes this letter written by Theodor Herzl. Theodor Herzl also wrote a book, a novel called Alt-Neuland, the Old New Land. And in that novel, he describes the future Jewish state. And in the future Jewish state that he envisions live Jews and Arabs together. He has all kind of Arab character. So there is, in fact, obviously, among many Zionists, there is a colonial imaginary. One of the sort of ironies of Zionism is that Zionism is based on the idea that Jews are no longer seen as fellow Europeans. They are seen as Orientals. When they come to Palestine, they become Europeans, right? Vis-a-vis the Arabs, suddenly they're European. So, of course, there is an Orientalist imaginary in Zionism, but there are always other elements in it. Hadam, who was also an important Zionist voice, spoke about creating a cultural center in Jerusalem that would be a light unto the Gentiles.
in its vision of humanity going back to the prophets. Right? In the 1920s and 1930s, there was an organization which included people like Martin Buber, called Bricciolo, the Alliance of Peace, which was about creating a binational state. My parents were members of MAPAM before 1948. MAPAM, which was the left wing of the Labour Party, advocated a binational state. And there is a question that Tom Segev wrote about when was the decision, when was it perceived that Jews and Palestinians during the mandatory period could no longer share the space? It was a disputed issue. Was it 1929? Was it 1936? So there were always different trends within Zionism. Some were, as you described them, some were to ignore the Palestinians and wait for something to happen, and some were very violent. And I think we need to think about it as a complex, because, as I said before, Zionism was an ethno-national movement whose goal was to create a Jewish majority state. How that would happen was up for grabs until 1948. Sorry, I know. Et plusieurs références que... Donc tout ce que vous avez dit, monsieur, est juste, mais à cela, Omer se permet de rajouter qu'en fait, il y a aussi d'autres courants qui sont tout aussi actifs au sein du sionisme, et donc qui fait que le sionisme, on ne peut pas être réduit à l'un des courants qui rivalisaient pour lui donner existence et puis pour le définir. Il y a eu, donc est-ce que tu peux rappeler l'une des premières des références que tu as données pour Herzl, oui, qui par exemple avait qui a écrit un roman dans lequel il imaginait que les populations juives et arabes vivaient côte à côte de manière libérale et ouverte. C'était un roman. Mais cet imaginaire néanmoins existait. Il s'est incarné aussi à travers d'autres projets. Alliance de paix. L'Alliance de la paix qui cherchait également à arriver à cette même fin d'un Israël où vivaient côte à côte juifs et palestiniens. Et tout ça est arrivé jusqu'à 48, où là finalement, lorsque le sionisme s'est incarné dans l'État, il a fallu faire ce choix, et ce choix tel que tu l'as défini plus tôt, où malheureusement ça ne s'est pas solidifié, cette ouverture aux Palestiniens dans des institutions permettant de garantir leurs droits. Est-ce que vous reconnaissez que si Israël, suite aux pressions que vous avez dit, arrêter ses agressions militaires, dans le meilleur des cas, dans ce cas-là, la société civile israélienne rentrerait dans une crise très profonde pour plusieurs raisons. D'abord parce que une grosse partie de la population israélienne vit de la guerre. Et voilà, même le pays lui-même est fondé sur le développement des guerres. Ensuite, les populations qui vivent en Israël ont des histoires tout à fait différentes. Les Juifs d'origine arabe maghrébine n'ont pas du tout la même histoire que les Juifs dans les familles venaient d'Europe de l'Est, etc. Il y aurait ces contradictions. Il y aurait les contradictions aussi entre les religieux et les non-religieux. Ces contradictions, elles sont déjà très vivantes en Israël. Et il y aurait une explosion des luttes sociales. Parce que il y a pas beaucoup de luttes sociales très importantes aujourd'hui, parce que ce qui fait l'unité de la population israélienne, c'est la politique anti-palestinienne. Si cette politique disparaissait,
bon, peut-être qu'Israël, d'une manière ou d'une autre, disparaîtrait aussi. Yes, I mean, this is an argument that has been made often, that what keeps Israel unified is an image of the enemy. That is what keeps all these hostile elements, internal elements of Israel together. And I would say two things briefly, because it's a big question. One, I would say that, in my view, what created this social glue between the different elements in Israeli society was the new image of the Holocaust. That from the 1980s on, the threat of the Holocaust, which became greater just as Israel became increasingly strong and not threatened, in reality, the last war that Israel actually fought, a real war, was the war that I was in, the war of 1973. After that, these were wars of choice against insurgents. It wasn't against armies. So what keeps Israel together is this imaginary threat of existence. So yes, you could say that is related to this forever war, which I describe in the book. In fact, the first chapter of the book is about that. And I would say the second thing about the Palestinians is almost the opposite. The Palestinian issue before October 7th disappeared. It was not part of Israeli politics. Nobody talked about it. The word occupation did not exist. The election campaigns in Israel were not about that. And it was not an issue internationally. Not too many people spoke about it in France or in the US or in the UK. Not many people spoke about Palestinians at all. In that sense, what was keeping Israel together was an imaginary threat and, at the same time, a complete marginalization of the core issue of Israeli existence, which is, in fact, the occupation. So in that sense, if you could actually address that core issue, this imaginary sense of threat could dissipate, rather than keeping the war going. Keeping the war going is what, of course, Netanyahu wants, because it keeps him floating above the fray. But for Israeli society itself, this imaginary threat, both of Palestinians and of the Holocaust, could be addressed in a way that would bring society together rather than bring it apart. C'est bien entendu une critique qui est régulièrement émise et qui circule abondamment. Cependant, Omer insiste sur comment est-ce que l'Holocauste la Shoah a été réimaginée à partir des années 80 comme étant cette menace pesant sans cesse sur les Juifs et Israël, et contre laquelle il serait justifié de se défendre sans cesse de manière plus agressive. Et tout ceci, cette imagination se développe alors que Israël ne combat plus véritablement de guerre. La dernière guerre véritable dans laquelle Israël a été engagé, c'est celle dans laquelle Omer a lui-même combattu, c'est celle de 1973. Après, ce n'était plus que des guerres menées par choix contre des insurrections, mais jamais contre des armées. Cette réimagination de la Shoah comme l'idée qu'une menace pèserait sans cesse sur la population juive se fait tout alors qu'au même moment on occulte le fait de l'occupation et la population palestinienne, alors que la vie politique en Israël se fait par l'occultation de cette question. Avant le 7 octobre, plus personne ne parlait de la question palestinienne et de ce que ça signifiait pour Israël. Et donc cette réimagination puis de la Shoah et puis l'occultation de la question palestinienne a mené Israël à ce point où il se trouve aujourd'hui.
et où qui l'empêche de trouver donc un point de résolution, et où on peut dire que ça peut peut-être nourrir cette idée que Israël a besoin d'une guerre permanente pour se maintenir, mais à vrai dire, la question est autre et se trouve donc dans le fait de l'occupation qu'il faudrait trouver à résoudre. Et ce n'est qu'à travers la résolution de cette question que Israël pourrait sortir de l'ornière actuelle. Ouais, moi je vais juste, et que j'ai un petit point de désaccord, je vais en parler que d'un seul, sur l'origine du sionisme, parce qu'il y a un autre sionisme, il y a 1000 façons d'envisager de ça. Par contre, Israël maintenant, on est tous, pardon, je parle pas d'Israël maintenant, on est tous d'accord. Je parle de simplement, moi j'ai des parents qui étaient en Pologne, la Pologne, les Juifs y étaient depuis le XIIe siècle, ma mère n'a jamais appris le polonais. Elle était dans un ghetto où elle parlait yiddish. Donc c'était de l'apartheid là, et pour mes parents, Israël, avant 66, je suis vieille, donc ils sont morts il y a longtemps. Donc pour mes parents, le sionisme, c'était, si jamais l'antisémitisme et les nazis reviennent, on ira en Israël. Le reste, ils n'en avaient rien à secouer. Et aussi, moi qui suis allée en Israël dans ces années 66, 65, je ne me rappelle plus, il y avait quelque chose d'assez étonnant. Moi, j'ai rencontré des militaires de gauche qui considéraient, ce qu'il n'y avait pas en France, qu'ils étaient des citoyens en armes et qui se battaient quelque part pour la gauche par rapport aux Palestiniens, par rapport à ce qui se passait. Je dis bien que c'est avant 67. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut comprendre. Et je crois que si on ne comprend pas que quand on parle d'imaginaire du 7 octobre, je crois qu'on ne comprend pas que ça puisse relancer, et ça marche très fort dans la population juive en France, que ça puisse relancer cette peur qui est là. Et même moi, qui suis la génération en dessous, cette peur, plus avec l'extrême droite qui monte, cette peur du nazisme, on vit avec. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut rien comprendre à des positions en France, par exemple, par rapport à cet antisémitisme. Et quand vous avez parlé de la Pologne, moi j'en viens de la Pologne, je voulais pas y aller, mais j'y suis allée avec des Juifs. Bon, d'accord, ils étaient réacs comme pas deux, mais j'y suis allée avec eux. Voilà la Pologne juive. Ah ouais, j'ai eu peur. La Pologne juive, tout, et je le vivais très mal d'aller en Pologne, parce que si mes parents avaient été vivants, ils m'auraient pas laissé partir. La Pologne, on n'en parlait pas, on n'avait même pas le droit d'en parler, je ne sais rien de ce qu'il y avait avant. Et donc, quand je suis allée en Pologne, je peux vous dire que dans les maths, quand on dit juif, ça veut dire que c'est un petit con celui qui a perdu, et que l'antisémitisme est partout. J'ai vu des slogans, je ne parle pas polonais, mais il y avait une guide pour me traduire, qui avait encore des slogans. Alors, il y a aussi des musées, il y a aussi tout ça, mais même les guides devant les musées, ou même quand on va à Auschwitz, le guide, il pleure quand c'est le curé qui s'est sacrifié, et les autres, ils en ont rien à foutre. Voilà, je vous l'ai dit. Well, I'm not sure there was a question, but Oui, on sait. that's perfectly reasonable. I just say one thing that I think is interesting in the case of France and Britain and the U.S. is that the 3 weeks before the war of 1967 created a profound transformation in attitudes of Jews in the diaspora toward Israel. Many Jews who were relatively indifferent to the state, in those weeks when Gamal Abdel Nasser, the president of Egypt, will say, we'll throw the Jews to the sea and so forth, suddenly he believed that they recognized that they need the state to survive. They were afraid that the state would disappear, would be destroyed, and that fear and that recognition, as they saw it, that they needed that state to survive, changed attitudes dramatically. In France and in Britain, I was a teenager living in London at the time, and in the US. And it created the sense of attachment to the state that was not created in 1948. I think that's important to understand. And it is this that is now, because of the actions of Israel, obviously even before October 7th, but increasingly after October 7th, that sense of intimate connection to the state that has become, that Israel, by its own actions, has begun to undermine. That people now feel not that they need that state, but that that state is actually threatening their own existence in the diaspora. Ce sens
d'attachement des populations juives hors d'Israël est largement né dans les semaines qui ont précédé la guerre de 1967, lorsque le président égyptien a menacé de jeter à la mer les Israéliens, et ce qui a créé immédiatement un sentiment soudainement de reconnaissance, c'est-à-dire que les Juifs de France, de Grande-Bretagne, où vivaient alors Omer, et puis également aux États-Unis, immédiatement ils se sont reconnus dans Israël et ont développé alors un sens d'attachement beaucoup plus fort envers Israël. Et c'est ce sentiment qui aujourd'hui se trouve menacé, si on peut dire, par l'action même d'Israël, puisqu'il est utilisé puis également affaibli, puisqu'il y a un détachement en fait qui se fait avec Israël. Des Juifs israéliens ont quitté Israël avant le 7 octobre, sous Netanyahou. Après 7 octobre, il y a d'autres Juifs israéliens qui ont décidé de quitter Israël à cause de tout ça. Je ne connais pas du tout les chiffres, mais voilà. Et n'avez-vous pas peur? Moi, je pense aussi, je me dis, et ça me fait peur de me dire que peut-être que maintenant, de plus en plus de Juifs modérés, Israéliens modérés vont quitter Israël, et on va se retrouver avec un Israël plein de fascistes, suprémacistes, génocidaires, qui seront tout contents de faire ce qu'ils veulent partout. Et ça me fait un peu peur. Bon, après, ça pourrait aussi accélérer l'implosion, mais à quel prix? À quel prix pour les Palestiniens? Yes, absolutely. Up to 200,000 Israelis have left the country since October 7th. Many of them have left not necessarily for political reasons, but they left their young professionals who have small children and don't really see a future for themselves as professionals and for their children in Israeli schools and in the kind of atmosphere of religion and nationalism that exists in Israel. And that will, of course, play into the hands of the extreme right, the fanatics. But one has to remember, just as in the case of Russia, most people don't leave. Most people stay. It happened in Germany, it happened in Austria, it happens in Russia, in Ukraine. Most people stay. But you're right that those elements in Israeli society that are more likely to be more progressive, more open to the West, and more opposed to the kind of policies that we see now, both internal and external, these elements will weaken. And that is seen very positively by the kind of leaders that Israel has now, but will make it into a country that few people will want to visit. En effet, il y a donc bien des mouvements de départ qui existent en Israël, avec près de 200 000 personnes qui sont déjà parties, et parfois ce sont des jeunes professionnels qui ne trouvent pas qui ne voient pas leur avenir en Israël, donc ils ne portent pas tous nécessairement pour des questions politiques. Les questions politiques peuvent faire partie des raisons qui les amènent à quitter Israël, mais il y a aussi différentes raisons. Mais il est clair que le départ de ces éléments plus progressistes, plus libéraux, affaiblit ce camp en Israël et se produit, enfin, est source de satisfaction pour le type de dirigeant qui existe aujourd'hui en Israël et qui pourrait en effet conduire à un aggravement de la situation. Il faut se souvenir que certes, des gens ont pu partir d'Allemagne ou encore de Russie aujourd'hui, mais la majorité de la population reste sur place. Et se pose donc la question de
sur quel chemin va s'engager le pays. Et il est clair que ça renforce l'extrême droite telle qu'elle sévit là-bas aujourd'hui. Moi, je voulais vous poser une question. Je vais raconter une anecdote. Ma femme était en Israël. On a des amis, etc. Et elle parle avec la fille de notre ami qui a à peu près 40 ans. Et à un moment, il parle de ce qui se passe à Hébron. Et la jeune femme dit mais Hébron, c'est à nous. Et alors, elle était très surprise et elle lui dit mais toi t'es même pas religieuse, tu vas jamais à la synagogue, donc pourquoi, qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que quand elle m'a raconté ça, je me suis posé la question, est-ce que Ben Gvir ou Smotrich, est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire qui représentent cette extrême droite absolument raciste, on peut le dire raciste, etc., on peut dire tous les... Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné la bataille culturelle? Et c'est-à-dire, quand une personne qui est laïque, totalement. Ah oui, je termine mon histoire, et donc elle lui a dit, mais enfin... Non, elle lui a dit, mais... Oui, c'est terminé. Juste dit, mais pourquoi? Elle lui a dit, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Voilà. Look, it's hard to say. As I said, Israel has changed enormously. It's not the country that I knew when I was there as a young man. But whether the whole country has the mindset, The majority. or even the majority has the mindset of Ben-Gvir and Smotrich, it's hard to say. I think that about 30% of the population has that mindset. And those 30% of the national religious have also inserted themselves, and this was a plan, this is into nodes of power in Israel, into the military, into the secret service, of course into politics. That's cool. Whether they represent a majority, I'm not sure, and I think we'll have to see. If Netanyahu wins the next election, then yes. Then I don't think that Israel has any democratic liberal future ahead of it in the foreseeable. Neither you nor I will see it change. If they lose, if Smotrich and Ben-Gvir are out of power, although the next government will be a right-wing government, it is possible that this tide will be somewhat reversed. But I don't know. I don't know. And I don't think that anyone knows. This is a moment of crisis. That's why people around the world, in France or in the US, in Britain, need to put pressure on their own governments, to put pressure on Israel, to stop it if they care about their place. I care about it. I have friends there, family there. I spent half of my life there. If you want to save that country from becoming the pure image of Ben-Gvir, as we saw in the treatment of the people for the flotilla, which of course happens on a daily basis in Israeli jails, there's nothing special about it. If you want to save Israel from going all the way there, then it's your governments that can help stop that. And I don't think that there is enough pressure around the world to rescue Israel from its own destruction. Israël tel que Omer l'a connu avant de quitter le pays n'existe plus. Le pays a profondément changé, rappelle-t-il, et les milieux nationalistes religieux se sont emparés de certains nœuds de pouvoir, par exemple au sein de l'armée, des services secrets, puis certaines
institutions politiques, ce qui fait qu'ils ont une influence incroyable. Malgré tout, ils ne représentent à peu près que 30% de la population, et ce qui fait que quand même, malgré tout, une diversité d'opinions existe et que leur victoire n'est pas garantie. Les choses dépendent beaucoup, en fait, des élections à venir, à savoir est-ce que Netanyahou va réussir à l'emporter une nouvelle fois. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ce ne sera qu'une accélération de ce que l'on voit aujourd'hui. Néanmoins, il existe la possibilité qu'il y ait un gouvernement qui serait néanmoins de droite, mais qui engagerait déjà Israël sur un cours qui serait déjà un peu un correctif par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Mais cependant, pour que cela se produise, des pressions doivent être exercées sur Israël. Les gouvernements français, britanniques et américains en font trop peu pour aider Israël à sortir de ce que le pays est en train de devenir, et de très fortes pressions doivent être exercées si on veut permettre à Israël de devenir autre chose. Merci beaucoup. Bravo à Omer qui en était à sa 6e interview du jour. Et merci infiniment à tout le monde.